canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'Alfred Hitchcock, le travail qu'il a fourni à la télévision, pour la télévision. Le livre s'intitule La télévision selon Alfred Hitchcock. Il est édité chez nos amis de la presse universitaire de Rennes, que je salue pour leur aide apportée à la conception de cette émission. Et l'auteur de ce livre, Gilles Delaveau, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à Paris 8. Et là, il a accepté de venir pour en parler sur la chaîne. Bonjour Gilles Delaveau, comment allez-vous ? Bonjour, je vous remercie, je vais bien. Alors, je vous disais hors caméra, avant de commencer à parler du livre, du pourquoi de tout cela, je vous disais que j'avais été, je connaissais comme n'importe qui le travail qu'il avait fait à la télévision, mais je ne mesurais pas l'importance qu'il considérait, enfin le rapport qu'il entretenait avec la télévision et surtout le fait que ce média, il le considérait comme quelque chose de très important. Je n'avais pas idée de cela. De son œuvre télévisuelle, on ne connaissait que la vingtaine de téléfilms qu'il a réalisés, la vingtaine d'épisodes, alors que la production s'étend sur une dizaine d'années. Il y a à peu près en tout 370 épisodes, et dans les 7 premières années, ce sont des épisodes d'une demi-heure, ensuite ça passe à 1 heure, mais les épisodes d'une demi-heure, il y en a quand même 39 par semaine. Donc, il y en a un par semaine et 39 par an. Donc, c'est un volume considérable. Et ce qu'on en sait, en général, ce que mes amis en savent, ce qu'on en sait à l'université, quand on étudie Hitchcock, quand on étudie le cinéma, ce sont disons, quelques-uns des épisodes qu'il a lui-même réalisés, c'est-à-dire une vingtaine. Et le reste, à peu près, on l'ignore. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que son intervention à la télévision tombe à un moment tout à fait particulier. C'est un moment crucial, c'est le moment où la télévision va passer à Hollywood, où c'est l'industrie de la télévision qui va fournir les programmes de l'industrie du cinéma qui va fournir les programmes de télévision. Donc, on a un basculement des deux médias. Longtemps, l'industrie du cinéma avait voulu, dans les années 40, s'emparer de la télévision naissante. Ça n'a pas marché. On a essayé toutes sortes de choses. On a essayé, par exemple, la télévision en salle, mais ça n'a pas marché. Et Hollywood a dû renoncer à la télévision, a essayé de la combattre en développant des programmes spectaculaires, en développant le cinémascope, la 3D, la couleur, etc. Et finalement, la télévision a pris son essor et autour de 1955, c'est déjà le passage de la télévision en direct émise de New York à la télévision fabriquée à Hollywood par les grandes compagnies de cinéma. Donc là, on passe de ce qu'on a appelé l'âge d'or de la télévision américaine, qui va à peu près de 1948 à 1958, disons une dizaine d'années, et on bascule autour de 1955. C'est le début de ce qu'on a appelé l'âge d'or, c'est-à-dire ce moment où la télévision était maîtresse d'elle-même et où le cinéma ne se mêlait pas de faire de télévision. Mais à partir de 1955-1956, le cinéma commence à se mêler de télévision. On produit des programmes sur film et non plus en direct. Et puis la production passe du côté d'Hollywood et non plus et ne reste pas à New York. Et c'est ce moment crucial du basculement d'une manière de faire de la télévision à une autre, le passage du direct au film qui correspond à la période où Hitchcock s'investit dans la télévision. Et donc, il s'investit à la télévision en apportant sa contribution à cette transition d'une première époque de la télévision à une seconde époque qui sera marquée par la toute-puissance d'Hollywood dans les programmes de télévision. Donc voilà, et ce moment est intéressant parce que Hitchcock a toujours rêvé, non pas de faire de télévision, mais il a toujours rêvé de faire de la radio. Dès les années 40, il voulait faire une série radiophonique de fiction, de programmes de fiction, intitulé Suspense. 1940, c'était l'époque où il était en contrat avec David Selznick. Il réalisait Rebecca, et
Selznick ne l'a pas autorisé à s'investir dans la radio. Donc, il a renoncé à faire des fictions radiophoniques, mais quand l'occasion s'est présentée, quand on lui a suggéré de faire de la télévision, je pense qu'il a saisi l'occasion parce qu'il renouait avec ce très ancien désir de raconter des histoires courtes. Je crois que c'est une des motivations qu'il a eues, principalement, c'était de renouer avec ce désir qu'il avait depuis très longtemps de faire des programmes d'histoires courtes, chose qu'il ne pouvait pas faire au cinéma, puisqu'au cinéma, on fait des longs métrages. Donc voilà, il avait accumulé toutes sortes d'histoires, donc il a voulu faire un programme qui soit entièrement dédié à ce genre de littérature qu'il affectionnait. Et bon, ça a duré 10 ans. Et ça a été un travail considérable. Bon, il ne s'est pas investi à plein temps, évidemment, parce que entre 55 et 60, il fait ses plus grands films quasiment, mais il a surveillé, supervisé ses productions tout au long de la série, donc jusqu'en 1965. Quelle est la particularité des programmes de direct que fournit la télévision? Les programmes de direct sont des programmes de tous ordres. Il y a des fictions, il y a des variétés, il y a de l'information, il y a des jeux. Bon, il y a tous les programmes qu'on connaît aujourd'hui. Mais les programmes de fiction à la télévision américaine dans la première moitié des années 50 comportent en particulier des programmes de très haute gamme. C'est vraiment une télévision à bien des égards culturelle. Et avec le développement de la télévision hollywoodienne, disons, on va faire une télévision beaucoup plus populaire. Et un des aspects, par exemple, qui illustre ça, c'est que c'est l'abondance extraordinaire des séries western qui se développent autour de 1955. Il y en a 30 ou 40 par semaine. Alors, bon, c'est ça qui prend le dessus. Donc, on n'est plus dans le registre de la télévision culturelle, on est dans un registre vraiment de culture populaire. Et Hitchcock va s'investir là parce que sa culture, il va profiter de son goût des histoires courtes, des histoires de pulp fiction qui sont publiées dans différentes revues, publications. Il va lui-même d'ailleurs, il va prêter son nom à un magazine d'histoire qui sera publié tous les mois. Mais donc lui, il va profiter de ce nouvel essor de la télévision que j'appelle populaire pour montrer certains aspects de la société américaine à travers les histoires qui passent semaine après semaine. Et c'est souvent des histoires tout à fait d'une part intéressantes, mais qui montrent des personnages ordinaires dans des situations plus ou moins compliquées, plus ou moins extraordinaires, mais c'est l'occasion de montrer la vie courante telle qu'on peut la voir dans des films américains grand public. Et est-ce qu'avant qu'il se lance en 55 dans ses travaux sur la télévision, est-ce qu'on déjà on voyait dans ses précédents films, dans sa filmographie de cinéaste, des allusions, des connexions avec ce que la télévision pouvait fournir? Je ne pense pas qu'on voyait des connexions, mais par contre, un jour qu'il débarque à New York, arrivant d'Angleterre où il venait de tourner un film, on l'interviewe et on lui dit Monsieur Hitchcock, donc en 1950 c'est très tôt, Monsieur Hitchcock, quand même, ça serait formidable si vous faisiez de la télévision. Il dit mais j'ai déjà fait de la télévision. Mon film La Corde, finalement, c'est un film tourné comme à la télévision. J'ai tourné tout en continuité. On faisait effectivement la télévision directe. C'était le propre de la télévision directe de tourner tout en continuité, en temps réel. Donc, il dit, voilà, moi, les techniques de la télévision, ça ne me surprend pas, je connais ça, je pourrais très bien faire de la télévision, mais j'en ai déjà fait dans ce film La Corde. Donc, voilà. Et ce qui est très curieux, c'est que, bon, il a dit ça comme ça, en passant, et on n'y a pas fait attention, mais ce qui est curieux, c'est que dans les années 50 en France, par exemple, je ne sais pas aux États-Unis, mais en France, c'est quand même très frappant que beaucoup de critiques, et même des dirigeants de la télévision française, se sont dit, si on veut faire de la bonne fiction à la télévision, on peut s'inspirer de La Corde d'Hitchcock. Parce que vraiment, c'est un film qui peut servir de modèle. Et c'était répété par une dizaine de critiques ou de professionnels de la télévision.
on s'accordait là-dessus. Donc, effectivement, il y avait cette connaissance intime ou intuitive de la télévision, bien avant qu'il fasse de la télévision. Mais étant un passionné de radio, il écoutait beaucoup de fiction à la radio, évidemment, il n'était pas indifférent à ce que devenait la radio quand elle se transformait en télévision. Hitchcock est parmi l'un des seuls de ses contemporains, de ses confrères cinéastes à avoir pris la télévision tellement au sérieux, de l'avoir développée et travaillé pendant plus de 10 ans. Est-ce que c'est l'un des seuls cinéastes? Je ne parle pas des cinéastes des années 60 hein, qui viennent de la... Oui, c'est le premier grand cinéaste à s'y intéresser, et très durablement. Il y en a eu quelques autres, mais c'était ponctuel, c'est-à-dire c'était dans un programme qui ne dépendait pas d'eux, et il faisait un film, un téléfilm ou deux téléfilms dans une série qui ne les concernait pas directement. Par exemple, John Ford a fait plusieurs épisodes de fiction pour des programmes de télévision, mais qui ne concernaient pas personnellement. Par rapport au livre, je voudrais savoir, avant de poursuivre la conversation, j'aime bien connaître un peu comment l'architecture du livre a été pensée. Progressivement, c'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut dire que je m'étais intéressé à la télévision française, au début de la télévision française, au début des fictions à la télévision française. J'avais écrit un livre qui s'appelle L'art de la télévision. Et puis ensuite, je m'étais intéressé aussi au début de la télévision américaine, ce qu'on appelait j'avais fait un livre collectif qui s'appelle le moment expérimental de la télévision, c'est-à-dire ce moment des années 40 et début des années 50 où on invente tout. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais voyons de plus près Hitchcock, ce qu'il a fait exactement. Et je n'en savais pas plus que ce que tout le monde en sait, c'est-à-dire quelques épisodes, et puis l'ouverture du programme avec son apparition de profil en ombre chinoise, la petite musique de Gounod. Bon, voilà, c'était une image un peu cliché que j'en avais, et je me suis dit qu'il fallait simplement regarder le programme, regarder les émissions. Alors, j'ai pris la peine de regarder les différents épisodes. Et évidemment, la vingtaine d'épisodes qu'il a réalisés ne suffit pas à rendre compte de l'œuvre entière. Et comme il a tout supervisé, j'ai voulu montrer que ce n'était pas abusif de parler d'œuvres télévisées d'Alfred Hitchcock à propos de ces 370 épisodes et 10 ans de programme. Alors que ce qu'on appelle d'habitude l'œuvre télévisée de Hitchcock, ce sont ces 20 téléfilms. Donc voilà. Et donc, si je regarde la table des matières, effectivement, j'évoque les débuts d'une part de la télévision hollywoodienne, et puis ensuite ce qu'est cette série. Et puis ensuite, finalement, je me suis intéressé, pour commencer, à Hitchcock présentateur. C'est l'objet d'un deuxième chapitre, Hitchcock présentateur, parce que ce qu'on retient d'Hitchcock en général, ce sont ses histoires. Et dans les quelques articles, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y a peut-être une dizaine d'articles qui étudient la vingtaine de films réalisés par Hitchcock pour la télévision. Il y a aussi le livre de Jean-François Roger qui fait une étude approfondie de ces 20 téléfilms, qui évoque aussi le contexte de production, qui évoque quelques autres téléfilms qui ne sont pas réalisés par lui, mais quand même, c'est un livre qui est évidemment très, très, très sérieux, mais qui vise à rattacher l'œuvre télévisuelle d'Hitchcock, enfin les films réalisés par Hitchcock à la télévision, à son œuvre cinématographique. Donc là, j'ai voulu simplement regarder de plus près ce qu'étaient non seulement les téléfilms, mais les épisodes entiers. Et j'ai regardé les présentations, Hitchcock présentateur. Or, Hitchcock présentateur, si j'ose dire, c'est tout un programme, parce que, d'une part, il se contente pas, il fait pas du tout comme les autres. D'une part, il parle, en général, ce qu'il dit n'a rien à voir avec l'épisode qui suit. Et donc, il fait quelque chose. Alors, il ne parle pas beaucoup, ça dure, la présentation en introduction, ça dure 2-3 minutes. Non, pardon, même pas. 1 minute et demie ou 2.
Ensuite, il y a une conclusion qui dure 30 secondes. Donc, c'est peu de choses. Mais de quoi parle-t-il? Alors voilà, j'ai essayé de savoir ce qu'il disait exactement. Et s'il dit pas grand-chose, ou bien s'il donne l'impression de faire des blagues, de s'amuser, de faire de l'humour, s'il parle de choses et d'autres, si ça a l'air complètement anecdotique, il parle de tout et de rien, mais en ajoutant tous ces riens, c'est-à-dire 2-3 minutes par épisode, 39 mois dans l'année, 39 semaines dans l'année, et pendant 10 ans, au bout du compte, ça fait un discours qui se tient, qui est cohérent et qui parle de certaines choses, beaucoup de la société américaine, beaucoup de la culture américaine, beaucoup de la culture populaire américaine et énormément de télévision. Il parle constamment de télévision. Donc, c'est un discours sur la télévision qui est tenu du début à la fin si on suit ce qu'il dit dans ses introductions. Or, ces introductions n'avaient jamais été, je pense, regardées de près parce qu'on s'intéressait, comme c'est bien légitime, on s'intéressait d'abord à ces téléfilms, à ces fictions. Donc voilà. Donc je me suis intéressé à Hitchcock présentateur. Et là, il y a beaucoup à dire parce que effectivement, il fait un numéro, ce que j'appelle une esthétique de l'attraction. Et non seulement il fait un numéro, mais on se demande qu'il est exactement, il joue un rôle. Il joue un rôle. Il ne se présente pas dans ses présentations, il ne vient pas là en tant que producteur de télévision, ni en tant que réalisateur de télévision, ni même en tant que réalisateur de cinéma. Il vient en jouant un rôle. Et quel est ce rôle? C'est le rôle du personnage public qu'on connaît, qu'il a fabriqué depuis des années, mais le rôle du personnage public en position de présentateur de télévision. Donc, voilà, ça dit aussi beaucoup de lui-même. Mais ce qui est assez passionnant, pour en avoir vu quelques-uns et par rapport à votre livre, on a cette impression qu'il y a aussi ce regard qu'il porte sur la société américaine, mais les rouages de la télévision qu'il utilise, donc les mises en scène de la télévision, on a l'impression que finalement, il y a je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a parfois un côté pédagogique dans ces productions. Oui, alors pédagogique sans doute en plusieurs sens. Pédagogique au sens où il montre la réalité. Quelqu'un a dit, un de ses exégètes a dit, si au cinéma il dit offrir des tranches de gâteau plutôt que des tranches de vie, des tranches de réalité, c'est ce qu'il disait à Truffaut en particulier, entre autres, il l'a souvent répété. À la télévision, au contraire, ce n'est pas des tranches de gâteau, même si c'est très divertissant, ce sont des tranches de réalité. Donc là, il y a un regard sur la réalité et il nous enseigne quelque chose. Mais le plus frappant, pour moi, a été de voir qu'il nous enseigne ce qu'est la télévision. Il arrive à un moment en 1955 où on abandonne le direct pour le film, et lui, il invente ce qu'on pourrait appeler une télévision de fiction, c'est-à-dire il fait comme si son programme était en direct. Non seulement il parle au spectateur en lui disant « je vous parle », mais non seulement il dit « je vous parle », mais il dit « je vous vois ». Il fait comme s'il voyait le téléspectateur chez lui. Il fait comme s'il était de plein pied dans son espace de présentateur avec l'espace de la réception. Et ça va assez loin, parce que, par exemple, à certains moments, il donne vraiment l'impression d'habiter le téléviseur. Il joue avec l'écran. Il est sur le point de traverser l'écran. Il met en scène, il se met en scène par rapport à l'écran de télévision, c'est-à-dire par rapport à cette sorte de vitre qui le sépare du téléspectateur. C'est-à-dire que finalement, il y a un côté pédagogique dans sa manière de mettre à nu le dispositif télévisuel et de faire comprendre au spectateur que le plaisir qu'il peut avoir à regarder le programme, ce n'est pas seulement le plaisir de la fiction, c'est aussi le plaisir de la télévision en tant que telle, c'est-à-dire le plaisir de communiquer de part et d'autre de l'écran. Et ça, c'est assez étonnant. Donc voilà, on peut parler de pédagogie pour
à condition évidemment, mais personne n'est dupe. On sait bien qu'il joue, on sait très bien qu'il ne voit pas le téléspectateur à qui il s'adresse. Mais il fait comme tout le monde, il fait semblant de voir le téléspectateur, et non seulement il fait semblant de le voir, mais il dit qu'il le voit, et il en tire toutes sortes de jeux, de scènes, de mise en scène qui font l'intérêt de toutes ces présentations où il joue non seulement avec le téléspectateur, mais aussi avec le média. Ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que c'est l'aspect le plus important de l'esthétique de son œuvre de télévision? Non, parce que ça c'est un aspect, mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il fait un programme où tous les éléments doivent s'accorder les uns aux autres, c'est-à-dire la présentation, la fiction et la conclusion, si, il réapparaît à la fin, et les spots publicitaires qui trouvent cette continuité-là. C'est ce que j'appelle, en utilisant un mot qu'il utilise lui-même, une esthétique du pot pourri, c'est-à-dire c'est un mélange. Et la télévision, par nature, c'est ça. Tous les programmes, en tout cas à la télévision américaine, où la publicité est omniprésente, il s'agit il y a présentateur, il y a publicité, il y a les fictions, etc. Dans un même programme, tous ces éléments doivent être intégrés, et lui travaille spécialement cette intégration des éléments. Et c'est pourquoi mon approche de ce programme, ça a été de considérer que non seulement tous les épisodes de toute la série formaient un tout, on peut parler d'une œuvre au singulier, mais dans chaque épisode, la présentation, la publicité, la fiction, la conclusion, ça forme un tout. Et c'est cette intégration de tous les éléments qui est intéressante et qui est à mettre en parallèle, même si on a du mal aujourd'hui à se rendre compte et à avoir des documents pour le constater, c'est à mettre en parallèle avec d'autres programmes de la même époque où il y avait aussi ce mélange et où on s'ingéniait souvent à brouiller des transitions entre, par exemple, publicité et fiction. Alors que lui, à chaque fois qu'arrive une publicité, il le souligne, il s'en offusque, il proteste. On dit qu'il égratigne la télévision, qu'il fait de l'humour aux dépens du sponsor. Mais c'est un véritable combat, même si c'est un combat, disons, qui se fait en respectant certaines règles. C'est une véritable résistance qu'il affiche semaine après semaine et jusqu'à la fin, pendant 10 ans, vis-à-vis de la télévision commerciale qui va à l'encontre de ce que lui souhaiterait. Certains commentateurs ont souhaité que la télévision américaine, qu'on ait une BBC américaine, mais lui, certainement, il aurait été d'accord avec ça. Mais non, donc voilà. Il y a une esthétique du mélange, une esthétique du pot pourri, et ça, c'est intéressant à observer. Et puis l'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est le jeu avec la durée. Le jeu avec la durée, ça dure peu de temps. On dit des épisodes d'une demi-heure, en réalité, il y a 22 minutes à peu près de fiction. Le reste, c'est la publicité, les présentations, la conclusion. Et donc, c'est très court. Là, il y a une esthétique du récit court, du film court. C'est efficace, c'est elliptique, c'est allusif. Et par ailleurs, comme il le dit lui-même en présentant un programme, dans une de ses introductions, il commence par dire « Le temps est très important à la télévision ». Donc, c'est ce que j'ai appelé l'esthétique du temps compté, c'est-à-dire, quand ça commence, ça doit aller jusqu'à la fin, et le spectateur a bien conscience que ça ne va pas durer longtemps, et donc, par conséquent, on est spécialement attentif et on est conduit jusqu'à la fin, jusqu'au retournement final, où il y a quelque chose qui ponctue et termine le film. Mais c'est ce sentiment que le producteur de l'émission, que le réalisateur, mais aussi le spectateur,
ont conscience que le temps est compté, que ça ne va pas durer longtemps, je pense que ça joue un très grand rôle dans ce programme. On pourrait en dire autant des grandes séries d'aujourd'hui ou d'avant, des grandes séries en continuité où le temps joue un rôle considérable aussi. Mais c'est pas du tout pour les mêmes raisons. Mais le temps, la question du temps est très importante effectivement dans ces programmes. Je ne sais pas si Hitchcock a pensé, a envisagé de faire ça, donc de faire forcément, de s'attaquer à une série et de raconter une histoire sur 2, 3, 4, 5 saisons. Non, je ne pense pas qu'il ait eu cette idée, qu'il ait pensé à ça, parce qu'il s'intéresse aux histoires courtes. Chaque histoire doit être... Bon, d'une part, les histoires sont choisies avec beaucoup de soin, et il y en a beaucoup qui... Bon, sa productrice dit qu'il faut il faut en lire, je ne sais pas, une trentaine pour en sélectionner 4 ou 5. Donc c'est un travail considérable pour trouver les bonnes histoires. Et comme il a vraiment le goût des histoires courtes, je ne pense pas qu'il veuille qu'il ait pensé à faire des histoires récurrentes. Par contre, le point commun entre cette série anthologique et les séries en continu, c'est que lui, Hitchcock, il est le personnage récurrent. Et je crois que c'est ce qui fait que la série a bien marché, qu'elle est intéressante, c'est que non seulement on a une histoire nouvelle à chaque fois, mais on a quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est le personnage du présentateur qui revient et qu'on attend. Et je pense que l'attrait de l'émission tient beaucoup aussi au fait qu'on va retrouver à chaque fois le personnage d'Hitchcock dans une nouvelle situation. Et d'ailleurs, il n'est pas là simplement pour présenter, enfin, il apparaît pour faire un numéro, et souvent il se livre à quelque chose qui reste en suspens à la fin de sa présentation, et il faut attendre que le téléfilm soit terminé, qu'on en arrive à la conclusion pour voir où il en est dans ce qu'il avait entrepris en introduction. C'est-à-dire, c'est comme si un peu, il y avait deux histoires. Il y a ce qui arrive au personnage Hitchcock, il se met parfois dans des situations invraisemblables, on reste en suspens, et il faut attendre la fin pour savoir comment il s'est tiré d'affaire. Et donc là, la fiction est un peu enchâssée dans ce micro-récit qui est celui qu'il interprète lui-même. Les fameuses bandes annonces d'Hitchcock pour ses films, il a commencé à les faire après qu'il travaille à la télévision. Pendant qu'il travaille à la télévision, j'imagine. Les bandes annonces, il y a toujours eu des bandes annonces, mais... Non, mais lui, de les faire lui-même, de les concevoir lui-même, j'ai l'impression que c'est la répercussion de son travail sur la télévision qui lui a permis ça aussi. Oui, vous avez tout à fait raison, à ceci près que ce n'est pas lui qui les a conçus, c'est son scénariste, c'est-à-dire James Allardyce, qui est un auteur de théâtre, qui écrivait aussi pour des humoristes de la télévision américaine, qui a été recruté par Hitchcock et qui, tout au long de la série, a écrit systématiquement toutes ses introductions et toutes ses conclusions. Son nom n'apparaît jamais au générique. Tout ce que dit Hitchcock est mis au crédit d'Hitchcock, comme s'il improvisait ses blagues ou ses réflexions en début et en fin de programme. Mais en réalité, tout ça est écrit à l'avance. C'est écrit pour lui, donc ça lui va comme un gant. Et je crois que une des raisons du succès et de la réussite de la série, c'est que l'entente a été absolument parfaite entre Hitchcock et son scénariste. Et c'est à partir du moment où Hitchcock était tellement content de son scénariste qu'il lui a confié la rédaction de ses discours officiels quand il devait faire une conférence dans une université, quand il devait... dans toutes sortes, dans un discours dans un banquet, etc. Bon. Donc, James Allardyce a écrit ses discours officiels et puis il a été amené aussi à écrire ses bandes annonces. Et ces bandes annonces qui, certaines, mettent en scène Hitchcock, au fond, dans la position d'un présentateur. Ou bien qui vont plus loin, comme la bande annonce une des bandes annonces, parce qu'il y en a beaucoup, une des bandes annonces de Psycho, qui dure 7 ou 8 minutes, peut-être même plus, qui est un petit film imaginé par son scénariste,
où Hitchcock fait visiter, après coup, les lieux du crime. Oui, une bande-annonce incroyable. Si vous ne l'avez pas vue, il faut absolument la regarder parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Dans le livre, vous parlez beaucoup aussi des collaborateurs et collaboratrices d'Hitchcock pendant 10 ans à la télévision. Et j'aimerais bien que vous parliez d'une personne en l'occurrence. D'ailleurs, vous lui consacrez même un chapitre. C'est le 9e, c'est Produced by Joan Harrison. Joan Harrison, eh bien, c'est une Anglaise qui un jour voit une petite annonce concernant un grand cinéaste anglais qui cherche une secrétaire. Alors, elle se met sur les rangs. Elle est immédiatement recrutée par Hitchcock et elle va devenir sa secrétaire particulière. Et bon, ça voulait dire, au début, ça voulait dire être plutôt sténodactylo. Mais comme elle n'est pas douée pour ça et qu'elle a beaucoup d'imagination et d'ambition, elle va très vite devenir participer aux réunions de production, apporter ses idées et devenir scénariste, co-scénariste. Et bon, sa carrière, son travail avec Hitchcock pour le cinéma est absolument considérable. Elle travaille énormément sur le scénario de Rebecca, par exemple, pour le scénario aussi de Correspondant 17 en 1940, et elle est nommée aux Oscars. Donc, c'est une grande scénariste. Et puis ensuite, elle décide de voler de ses propres ailes, comme elle dit. Elle se lance dans la production. Elle est productrice de cinéma dans les années 40. En 44, je crois, elle produit son premier film, qui est Phantom Lady, réalisé par Robert Siodmak, un scénario qu'elle a elle-même écrit d'après Cornell Woolrich. Elle est pratiquement la seule productrice à Hollywood à cette époque. Et jusqu'à la fin des années 40, elle va produire 8 ou 9 films noirs. Et Phantom Lady, Jean-Pierre Eskenazi l'a très bien montré dans son livre qui s'intitule Le film noir. Phantom Lady, en 1944, est à l'origine, avec 3 autres films, de l'essor du film noir aux États-Unis, avec le film de Bill Wilder, Assurance sur la mort, Laura de Preminger, et puis La femme au miroir de Fritz Lang. Ces 4 films, avec Phantom Lady, forment le socle à partir duquel va se développer le film noir aux États-Unis. Donc, c'est une grande productrice et elle impose sa marque sur les téléfilms, sur les films qu'elle produit, comme elle a aussi pas mal apposé sa marque sur les films qu'elle a fait pour Hitchcock, qu'elle a écrit pour Hitchcock en collaboration, comme Rebecca. Et puis donc, Hitchcock fait appel à elle quand il se lance à la télévision en 1955. Donc, elle est productrice, elle travaille avec Hitchcock jusqu'en 1940, ensuite elle est productrice dans les années 40 pour son propre compte, et en 1955, elle revient travailler avec Hitchcock. Et là, elle prend tout en main. Hitchcock supervise, mais c'est elle qui fait tout le travail à la base. Elle choisit les scénaristes, elle choisit les histoires, elle choisit les scénaristes qui vont adapter les histoires, elle choisit les metteurs en scène, elle choisit les acteurs, elle s'occupe des décors, elle s'occupe des accessoires, elle s'occupe des coiffures, des costumes, etc. Donc, elle supervise tout. Donc, elle a un rôle absolument considérable. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'elle impose aussi sa marque. Et on voit bien, si on compare certaines histoires et l'adaptation qui en a été faite sous sa supervision, qu'elle impose, pas systématiquement, mais on peut le relever régulièrement, ce qu'elle appelle elle-même un point de vue féminin. Et évidemment, ça donne une coloration assez particulière à un certain nombre de ces téléfilms. Donc, on a intérêt à... Joan Harrison est une personne qui mérite d'être connue, et maintenant, c'est relativement facile depuis 1 an ou 2, puisqu'il y a une biographie qui vient de paraître et qui raconte tout son parcours. Ce qui m'a le plus, ce que je trouvais vraiment important dans votre livre, c'est le fait que durant cette période-là, ce que produit et réalise Hitchcock pour la télévision, ça dit aussi
vous en avez un peu parlé au début de l'émission. Ça dit aussi beaucoup de choses sur la culture américaine, la culture de la télévision, la culture populaire, mais aussi sur la société américaine. Certains de ces exégètes ont dit que dans ces films de cinéma, il se comportait un peu comme un ethnologue, une observation participante. Il participe à la société, mais il la regarde et comme s'il était étranger. Et je crois que c'est exactement la position qu'il a en tant que présentateur. C'est explicite. Il se comporte comme quelqu'un qui voit tous les travers de la télévision américaine. Et il s'est fait naturaliser juste avant. Enfin, il a la citoyenneté américaine en 1955, au moment où il va commencer à faire de la télévision. Et il dit, la Constitution américaine me donne le droit de me moquer de tout ce que je trouve invraisemblable dans la société américaine. Et il ne s'en prive pas. Et c'est explicite dans ses présentations, mais dans les fictions qu'il choisit, dans les histoires qui sont racontées, effectivement, il parle des problèmes du moment. Et par exemple, effectivement, j'y consacre un chapitre. Il y a, par exemple, il y a ce grand débat qui est permanent quasiment à la télévision américaine et aussi ailleurs. Il y a trop de violence sur les écrans, trop de violence à la télévision, trop de violence au cinéma. Bon. Alors la question de la représentation de la violence, c'est une chose qui l'intéresse, lui, en tant que cinéaste, puisque c'est son métier de représenter, mais il s'intéresse aussi à la violence réelle. Et la violence réelle, c'est ce phénomène tellement débattu et commenté dans les années 50, qui est celui de la délinquance juvénile. Et ça prend une dimension décisive avec deux films que je mentionne, qui sont Graines de violence et le film de Nicolas Ray avec James Dean, j'oublie son nom. The Rebel Without a Cause. Voilà. Et donc, voilà, la violence de la société américaine est présente dans la société américaine, dans la télévision américaine, dans les différentes fictions, mais aussi dans le cinéma. Et il prend ça au sérieux. Et il y a un certain nombre de téléfilms qui traitent de ce sujet. Il s'agit de faire voir ce qu'est la société. Et ce sont des téléfilms qui n'ont pas de message particulier, sauf voyez, voilà, c'est ça notre société. Et donc là, il reflète vraiment, il réfléchit au sens fort ce phénomène à travers un certain nombre de fictions de la série. Gilles Delaveau, la télévision selon Alfred Hitchcock, c'est édité chez Presse Universitaire de Rennes. Dans le descriptif de cette vidéo, si vous voulez vous procurer cet ouvrage important, vous trouverez le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer et vous tombez sur ce livre. Merci beaucoup Gilles Delaveau d'avoir accepté cet entretien et d'être venu pour parler de ce livre. Ça fut vraiment un plaisir en tout cas de vous écouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.